Un village se trouvait à l'extérieur de Vidin, dans le nord-ouest de la Bulgarie. En avril 2020, un homme de 65 ans, nommé Nikolai Sokov, était assis sur un petit mur devant sa maison. Il comptait les bus qui avaient cessé de circuler. Ses fils avaient déménagé en Espagne, et ses petits-enfants étaient nés à Madrid. La route vers la ville marchande n'avait plus qu'un bus scolaire par jour, alors qu'il y en avait 4 auparavant. La dernière boulangerie du village a fermé en 2015. Il avait dirigé une petite entreprise d'étanchéité pendant 3 décennies. Avant de la vendre, il gagnait 250 € par mois. Ensuite, il a pris un poste d'agent de sécurité payé 320 € et a pour ainsi dire déclaré à un journaliste des Balkans. Comment pourrais-je demander plus ? Est-il normal que le veau nourrisse la vache ? Depuis 1985, sa province avait perdu la moitié de sa population. Le taux de mortalité dans certaines municipalités environnantes égalait celui de pays en proie à une guerre chronique. Il n'y avait pas eu de guerre. Voici l'histoire de l'Europe de l'Est de 1990 à nos jours. À cette époque, les publics occidentaux ont surtout entendu une histoire de libération. Les marchés se sont ouverts, les frontières sont tombées et la région a rejoint l'Occident. Mais l'histoire révèle autre chose. En 30 ans, 20 millions de personnes sont parties. Discrètement, sans famine, guerre, ni aucun événement dramatique marquant cette perte. La plus grande migration en temps de paix en nombre absolu de l'histoire européenne moderne s'est produite alors que le monde regardait ailleurs. Avant de continuer, ceci est un contexte historique, pas un conseil financier, faites vos propres recherches. Revenons au printemps 1990. 4 mois plus tôt, le mur de Berlin était tombé. Le système soviétique s'effondrait et les frontières de l'Europe de l'Est s'ouvraient. Pour la première fois depuis 1945, 300 millions de personnes se tenaient au seuil d'une nouvelle ère. En théorie, un jeune employé d'usine à Sofia pouvait désormais prendre un bus jusqu'à Madrid. Une infirmière de Cluj pouvait désormais, théoriquement, prendre un train pour Milan. Le régime qui les avait maintenus confinés pendant 2 générations avait relâché son emprise, et les juifs soviétiques étaient les pionniers du départ. Environ 1,5 million de personnes ont quitté l'ex-Union soviétique entre 1989 et 2006. Environ 979 000 se sont dirigés vers Israël, 325 000 vers les États-Unis et 219 000 vers l'Allemagne. Rien que de cette vague, la population d'Israël a augmenté de 19% en seulement 8 ans. À leur suite, les réfugiés de guerre sont devenus le groupe suivant à émigrer. De 1991 à 1995, les conflits dans l'ex-Yougoslavie ont provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. La Bosnie seule a vu environ 770 000 de ses habitants fuir. Jusqu'à la signature des accords de Dayton, ce sont les exodes qui étaient apparents. Les médias les ont capturés. Les journaux en ont parlé. Ce qui a suivi est resté invisible. Ni la Roumanie ni la Bulgarie n'ont participé à une quelconque guerre. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Moldavie, l'Estonie, aucune n'a connu de guerre. Elles ont simplement commencé à se dépeupler. Une jeune médecin roumaine a terminé son internat à Bucarest, a pris un vol pour Hambourg et n'est jamais revenue. Un soudeur bulgare a chargé une petite camionnette de matériel et a conduit à peine 25 km en Espagne. Un électricien polonais a pris un vol low cost pour Londres, promettant à sa femme qu'il reviendrait dans les 6 mois. Après 11 ans, il est revenu pour 2 semaines afin d'inhumer son père. Quand les chiffres ont finalement émergé, ils étaient difficiles à accepter. En 2012, le Fonds monétaire international les avait comptabilisés. Environ 20 millions de personnes avaient quitté l'Europe centrale, orientale et du Sud-Est, environ 5,5% de la population régionale totale. Dès 1990, le FMI l'a décrit comme sans précédent en termes de rapidité, d'ampleur et de persistance. La Roumanie a vu 16% de sa population partir définitivement, la Bulgarie 23%, la Lituanie 24%, l'Albanie 28%, la Lettonie 30%, la Bosnie 34% et la Moldavie 40%. Pour mettre cela en perspective, l'Irlande a perdu environ 1/4 de sa population en 1 décennie pendant la famine. Lors de la Grande Migration, la Norvège a perdu environ 1/4 de sa jeunesse. Sur 45 ans pendant la Grande Migration, l'Italie a envoyé 14 millions de personnes à l'étranger. En termes absolus, la vague d'Europe de l'Est était comparable à toutes ces migrations. Les nations les plus touchées les ont égalées proportionnellement, et cela s'est produit sans le catalyseur de la famine ou de la guerre. Lorsque les analystes du FMI ont examiné le profil de ceux qui sont effectivement partis, les 3/4 étaient en âge de travailler. Dans presque tous les pays,
la proportion d'émigrants diplômés de l'université dépassait celle des résidents diplômés de l'université restés sur place. Ce n'était pas un exode désespéré. C'était un exode des préparés. Médecins, ingénieurs, infirmières, comptables et jeunes femmes compétentes en informatique. Des hommes capables de souder un cadre parfaitement du premier coup. Chacun d'entre eux apportait avec lui quelque chose de financé par son pays d'origine. Un diplôme de médecine de Cluj a coûté à l'État roumain entre 100 000 € et 300 000 €. Une fois sa formation terminée, le médecin a emporté cet investissement de l'autre côté d'une frontière. Ce que les contribuables roumains avaient investi s'est finalement transformé en un cadeau pour le système de santé allemand. En 2020, 28% des médecins roumains avaient quitté le pays, ainsi que 24% des infirmières, soit 47 000 personnes. Environ 25 000 médecins étaient partis, et en seulement 5 ans, l'hôpital Le Cluj a vu 571 médecins spécialistes quitter ses murs. Le ministère roumain de la Santé a cessé de publier ces statistiques car elles servaient en quelque sorte d'avis de décès. La situation en Bulgarie était encore plus grave. Actuellement, la Bulgarie ne compte que 4,2 infirmières pour 1000 habitants, contre une moyenne européenne de 8,5. L'infirmière bulgare type a près de 53 ans. Près de la moitié de la main-d'œuvre à cet âge. À l'obtention de leur diplôme, une nouvelle infirmière sur 3 quitte immédiatement le pays. On prévoit que 75% des médecins généralistes bulgares prendront leur retraite d'ici 2040. Dans le nord-ouest de la Bulgarie, certains villages n'ont pas de médecin plus proche qu'un autre de l'autre côté de la frontière. Les familles italiennes qui les employaient les appelaient badanti, aides-soignants. En 2022, 131 000 femmes roumaines travaillaient dans le secteur des soins à domicile en Italie, soit environ une travailleuse domestique sur 5 dans le pays. À Milan, une femme âgée bénéficiait de draps propres, d'un repas chaud et de quelqu'un pour l'alerter en cas de chute. La propre fille de l'aidante est restée en Roumanie, Arachi, élevée par sa grand-mère, tandis que le système de soins italien fonctionnait sans problème. Le système roumain perdait ses mères. Cet échange était très tangible. L'Europe occidentale faisait venir des travailleurs qu'elle ne pouvait plus produire en quantité suffisante. L'Europe de l'Est envoyait à l'étranger des travailleurs qu'elle avait formés pendant 3 décennies. Les pays d'accueil prenaient en charge les salaires, tandis que les pays d'origine supportaient les coûts. Considérons maintenant le soi-disant miracle polonais. Parmi toutes les nations post-communistes, la Pologne est souvent saluée comme l'histoire à succès. Entre 1990 et 2020, le PIB réel a presque triplé. Varsovie s'est transformée en un centre bancaire rempli de gratte-ciel en verre. Des biens impensables pour leurs parents étaient désormais disponibles dans les supermarchés polonais. Un exemple historique est celui du Royaume-Uni ouvrant son marché du travail aux nouveaux pays de l'UE en mai 2004. Le gouvernement britannique prévoyait qu'environ 13 000 travailleurs polonais pourraient arriver chaque année sur une période de 3 ans. Le Royaume-Uni comptait 1 million de Polonais, travaillant comme plombiers, bâtisseurs, électriciens, nettoyeurs et cuisiniers. Les autorités polonaises ont choisi de ne pas les empêcher de partir. Les transferts de fonds des travailleurs à l'étranger ont contribué de manière significative au boom économique de la Pologne. Pour ceux qui sont restés en Pologne, les salaires ont augmenté en partie grâce au grand nombre d'émigrants. Cependant, l'histoire était différente dans leurs villes et villages d'origine. Łódź a connu une baisse de population de 12%, Łebzik en a perdu un quart, et les régions agricoles de l'Est ont également subi des pertes. La Pologne, en tant que nation, a grandi, tandis que ces petites villes industrielles de Silésie et la ceinture rouillée de l'ancienne République populaire se dépeuplaient. De nombreuses villes polonaises ont connu un phénomène de désertification. La prospérité des pays hôtes a été construite sur ce mouvement de personnes. L'Allemagne a intégré environ 4 millions d'Européens de l'Est, tandis que l'Italie et l'Espagne en ont absorbé ensemble 4 millions supplémentaires. Le Royaume-Uni a accepté 1 million de Polonais, puis un demi-million supplémentaire de Roumanie et de Bulgarie. Ces migrants ont payé des impôts, soutenu les retraites des Européens de l'Ouest vieillissants, travaillé dans les hôpitaux, construit des maisons et conduit des camions. Le système de retraite actuel de l'Allemagne repose en partie sur les cotisations de personnes en âge de travailler, originaires de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie et de Lituanie. La jeune main-d'œuvre d'Europe de l'Est a fourni des recettes fiscales qui ont contribué à maintenir des retraites confortables en Europe de l'Ouest. Les coûts de l'autre côté de la frontière ont mis du temps à se matérialiser. En ce qui concerne les villages, en 2021, l'Office national des statistiques de Bulgarie a publié un chiffre dont peu de gens à Sofia voulaient parler. Il y avait 167 villages bulgares sans habitants permanents,
592 avec 9 résidents ou moins, et 22% de toutes les localités comptaient moins de 50 habitants. Un village nommé Matoshina, situé près de la frontière turque, comptait 800 habitants en 1965, et en 2022, il était toujours habité. Dans les années 1940, le village de Smichovo, près de Rila, ne comptait que 14 habitants. En 2019, ce nombre était passé à 130. Entre 2011 et 2021, la région orientale de Latgal, en Lettonie, a connu une baisse de population d'environ 17%, soit environ 52 000 personnes. Les prix de l'immobilier dans certaines villes ont chuté si drastiquement que les autorités locales ont commencé à donner des logements à quiconque accepterait d'y résider et de couvrir les frais de chauffage. Visaginas, une ville lituanienne, a été construite en 1975 pour accueillir les employés de la centrale nucléaire d'Ignalina. À son apogée, Visaginas comptait 33 000 habitants, mais la centrale a fermé en décembre 2009, une condition préalable à l'adhésion de la Lituanie à l'UE. En 2020, seules 18 700 personnes y vivaient encore. L'âge médian était de 55 ans. Un jeune ingénieur de Visaginas a déclaré à une publication américaine, en substance, « Notre ville restera à jamais un monument de l'ère nucléaire. Cependant, elle ne peut subvenir aux besoins de nos habitants. Les signes extérieurs sont ceux-ci. Des villages déserts, des villes abandonnées et des cités partiellement vides. Depuis un véhicule en mouvement, ils apparaissent comme des exemples de négligence. Mais ce n'est pas de la négligence, c'est la trace laissée par 20 millions de personnes qui sont parties, y compris les enfants. En 2007, la Fondation Soros en Roumanie a comptabilisé les chiffres. 115 000 élèves roumains du secondaire avaient au moins un parent travaillant à l'étranger. Pour 35 000 d'entre eux, les 2 parents travaillaient à l'étranger. Ces enfants étaient pris en charge par leurs grands-parents, tantes ou voisins. Certains vivaient seuls, et les médias roumains ont inventé un terme pour les désigner, les enfants de la fraise. Ce surnom provient des champs de fraises en Espagne, où beaucoup de leurs mères étaient allées chercher du travail. Certains auteurs ont utilisé un terme plus dur, orphelins européens en Moldavie. En Ukraine, le nombre estimé est d'environ 100 000. Avant la guerre, il était de 200 000. Ce sont des grands-mères qui les élèvent. Les mères envoient de l'argent et passent en appel vidéo tous les dimanches. En effet, une psychologue moldave qui travaille avec ses enfants a déclaré à un journaliste français « Le thème récurrent est l'insécurité constante, un sentiment d'abandon, un manque d'affection. Et aucune somme d'argent envoyée ne peut compenser cela. » Une jeune femme moldave, Ora Mutruk, a été élevée par ses grands-parents jusqu'à l'âge de 4 ans, puis par son père après le départ de sa mère pour Moscou. Elle l'a dit sans détour, sa mère a promis d'apporter des poupées. Les poupées ne signifiaient rien pour Ora. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa mère reste avec elle. Aujourd'hui, il y a 40 000 enfants en Roumanie. Ce sont des enfants dont les parents travaillent à l'étranger depuis si longtemps qu'ils sont essentiellement élevés par toute une génération de grands-parents. Les grands-parents donnent tout ce qu'ils peuvent. Ils ont 70 ans, épuisés et seuls. L'argent ne peut pas inverser les dommages de ce transfert. Puis en 2016, le FMI a calculé le coût que cela avait imposé aux pays d'origine des émigrants. En 2015, le PIB réel cumulé de la région était inférieur d'environ 7 points de pourcentage à ce qu'il aurait été sans l'immigration après 1995. Le FMI a prévu que cet écart continuerait d'augmenter d'ici 2030. Exprimé par habitant, le progrès vers les niveaux de vie d'Europe occidentale s'arrête sans immigration. La région était censée atteindre 74% du PIB par habitant de l'Europe occidentale d'ici 2050. Avec l'immigration, ce serait 60%, une perte permanente de 14 points de pourcentage dans la convergence. Les chiffres de la Bulgarie sont encore plus alarmants. Actuellement, environ 510 000 Bulgares en âge de travailler cotisent pour leur retraite en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Cela équivaut à un travailleur sur 6 de ceux qui restent en Bulgarie. Le système de retraite bulgare fonctionne avec un déficit annuel d'environ 1,9 milliard d'euros. Les calculs sont simples. Le pays qui forme ces travailleurs ne perçoit aucune recette fiscale. Les impôts vont plutôt au pays qui les emploie. Cet arrangement persiste jusqu'à ce que les travailleurs prennent leur retraite, moment où dans de nombreux cas, ils s'installent dans le pays d'accueil, percevant des pensions occidentales et utilisant les soins de santé occidentaux. Ce changement implique bien plus que la simple main-d'œuvre. Il transfère la valeur totale d'un cycle de vie humain. Considérez maintenant l'impact politique.
Les populations âgées votent très différemment des plus jeunes. En 2025, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a publié un rapport. Il indiquait qu'à travers l'Europe post-communiste, l'électeur médian a maintenant environ 2 ans de plus que l'adulte moyen. En Bulgarie, les politiciens qui promettent des réformes des retraites ont tendance à perdre les élections, tandis que ceux qui s'engagent à protéger les avantages existants gagnent. Le soutien à divers partis populistes et nationalistes atteint son maximum dans les zones dépeuplées du nord-ouest. En Roumanie, le soutien au parti OR correspond aux régions qui ont connu la plus grande perte de travailleurs. En Hongrie et en Pologne, la carte du soutien populiste correspond à la carte du déclin industriel post-1990. Cette corrélation n'est pas une coïncidence. Elle décrit une région qui a vu ses jeunes partir, ses hôpitaux se vider et ses écoles fermer. Ces enfants grandissent en votant par correspondance pour quiconque promet d'arrêter le déclin. Peu importe si ce politicien a réellement un plan réaliste pour l'arrêter. Les questions économiques et politiques se sont avérées identiques. Alors qu'est-ce qui a réellement fonctionné ? Cette histoire n'a pas de victoire claire. Aucun pays n'a inversé la tendance, aucune politique ne l'a arrêtée, mais au sein de la catastrophe, certaines personnes, certains lieux et certains choix ont mieux résisté que d'autres. Ce qui s'est avéré efficace au départ, c'était le lien avec la diaspora, un foyer polonais à Łódź dont un frère travaillait à Birmingham. Cet arrangement s'est maintenu à travers chaque période de stagnation des salaires polonais, chaque fluctuation de la monnaie polonaise et chaque bouleversement politique en Pologne. Chaque mois, le frère envoyait 200 livres. Ces 200 livres, une fois convertis en zloty, couvraient les frais de chauffage et de médicaments. La Pologne n'était pas seule dans cette situation. En Albanie, l'argent envoyé au pays par les proches à l'étranger a atteint 28% de l'économie totale du pays. Pour la Moldavie, ce chiffre était de 34,5% du revenu national lors de son pic en 2006. Le Kosovo et la Bosnie continuent d'afficher des pourcentages à 2 chiffres, même aujourd'hui. L'économie des transferts de fonds n'a rien de glamour. C'est un frère qui fait des heures supplémentaires à Munich pour que sa sœur puisse garder son appartement à Plauen. C'est une fille qui travaille comme femme de ménage à Dortmund pour permettre à sa mère d'acheter de l'insuline à Skopje. C'est un fils qui livre des colis à Manchester pour que ses parents puissent rester dans leur village polonais. Pourtant, ce système fonctionne. Les pays qui ont facilité les transferts faciles vers le pays d'origine ont maintenu des systèmes bancaires opérationnels et imposé des contrôles de change minimaux. Ces pays ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n'ont pas adopté de telles mesures. L'Albanie, la Moldavie et le Kosovo ne sont pas des nations riches. De plus, elles n'ont pas connu le même type de dépeuplement rural que celui observé dans les villages bulgares. L'argent envoyé au pays permettait au foyer de continuer à fonctionner. Ce mécanisme reste inchangé aujourd'hui. Un foyer qui a un salarié travaillant dans une zone monétaire différente possède une forme d'assurance inhérente. Cela sert de protection contre l'effondrement d'une monnaie ou d'un marché du travail unique. Un autre facteur qui s'est avéré fructueux a été le commerce. En 1998, un jeune électricien polonais avait 3 choix. Il pouvait rester dans sa ville natale, gagnant $300 par mois, avec peu de travail la plupart des semaines, ou partir définitivement à l'étranger. Alternativement, il pouvait prendre un bus pour Londres un dimanche soir. Il pouvait travailler 80 heures et rentrer chez lui le samedi matin avec 1000 livres sterling. Des centaines de milliers d'artisans de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie ont choisi la 3e option, devenir des migrants circulaires. C'était un ouvrier équipé d'une ceinture à outils et d'un passeport, vendant ses jours de travail pour des livres et ses week-ends pour des zlotys. C'était différent de l'émigration. Le migrant circulaire conservait son foyer, son conjoint, ses enfants et son village, travaillant à l'étranger pour subvenir à sa vie chez lui. Il utilisait ses revenus à l'étranger pour acheter des biens immobiliers et offrait à ses enfants une éducation dans son pays d'origine. Il revenait une fois qu'il se sentait fatigué. Cette tendance est antérieure à l'Union européenne. Les maçons italiens le pratiquaient en 1920, tandis que les ouvriers agricoles argentins et mexicains le faisaient dans les années 1950. Aujourd'hui, les infirmières philippines en Californie font de même dans la région du Golfe. Ce système fonctionne lorsque les frais de subsistance d'un travailleur chez lui sont bas et que ses gains à l'étranger sont élevés. L'échange consiste à échanger des heures de travail contre une devise différente. Cela exige un travail acharné et produit des callosités. Cela ne nécessite pas de diplôme universitaire. Ceux qui détiennent leur salaire dans une monnaie plus forte que leurs dépenses restent indemnes dans un pays où l'économie officielle se détériore. Le 3e facteur de réussite a été de rester sur place. La plupart des Européens de l'Est ont choisi de ne pas émigrer.
seule une minorité est partie. Les 76 millions qui sont restés en Pologne, en Roumanie et dans d'autres pays ont dû construire quelque chose à partir de ce qui restait. Deux facteurs essentiels caractérisaient les endroits qui ont réussi à bâtir. Ils possédaient une population stable de non-émigrants, plus des capitaux de retour de ceux qui étaient partis à l'étranger. Une ville polonaise qui accueillait ces émigrants pour les vacances, utilisant leur rénovation domestique financée en livres sterling et leurs enfants éduqués en Occident, a surpassé un village bulgare. Ce village n'a reçu aucun de ces avantages et a vu ses services de bus s'arrêter complètement. Le mécanisme sous-jacent n'est pas un dispositif financier. C'est un tissu social assez dense pour accueillir sa propre mobilité. Des liens familiaux qui restaient intacts sur une distance de 15 miles. Une ville qui pouvait identifier quelles files envoyaient de l'argent au pays et lesquelles ne le faisaient pas. Une église, une école ou une place de la ville qui offrait aux travailleurs de retour un lieu d'investissement. Les régions d'Europe de l'Est qui ont supporté ce choc de 3 décennies ont réussi parce que leur tissu social est resté intact. Là où il s'est déchiré, les lieux se sont vidés. Le quatrième élément crucial était la langue. Il y avait des électriciens polonais qui apprenaient l'anglais, des infirmières roumaines qui apprenaient l'italien et des ingénieurs bulgares qui devenaient compétents en allemand. Ils gagnaient des salaires plus élevés, s'assimilaient plus rapidement et envoyaient plus d'argent à leur famille. Ceux qui n'apprenaient pas la langue locale recevaient un salaire inférieur. Ils travaillaient dans des équipes de construction exclusivement polonaises dans l'ouest de Londres, ou des équipes de travail agricole exclusivement roumaines en Andalousie. Ils se retrouvaient dans des emplois moins rémunérés et étaient les premiers à être licenciés lorsque l'économie vacillait. La compétence linguistique est devenue l'actif portable le moins coûteux dans une génération définie par les ressources portables. Ces compétences ne coûtaient rien à apprendre, ne pouvaient jamais être confisquées et accompagnaient le travailleur à travers n'importe quelle frontière. Une infirmière roumaine parlant couramment italien gagnait 50% de plus qu'une infirmière roumaine qui ne parlait pas couramment italien. Pendant 40 ans de carrière, cette différence de salaire apparaissait chaque mois sur son compte bancaire. Le cinquième facteur était constitué d'actifs corporels situés dans le pays d'origine. Prenons l'exemple d'une Polonaise d'un village qui a envoyé son fils en Angleterre. Elle a utilisé l'argent qu'il renvoyait chez elle. En acquérant 2 hectares supplémentaires, la richesse de sa famille est restée stable, malgré chaque fluctuation du zloty, chaque crise bancaire polonaise et chaque bouleversement politique européen. Cette villageoise polonaise, après avoir envoyé son fils en Angleterre, a utilisé ses envois de fonds pour acheter des actions à la bourse de Varsovie. En 2008, elle a vu la moitié de cet investissement disparaître. C'est la leçon financière la plus durable de l'histoire de l'Europe de l'Est. La terre est à la fois locale et tangible. Les gouvernements ont le pouvoir de dévaluer les monnaies et de bloquer les comptes bancaires. Mais aucun gouvernement ne peut dévaluer 1 hectare de terre agricole ou une modeste maison dans une ville de marché. La terre est indifférente à la monnaie en vogue. La maison reste insensible à tout gouvernement au pouvoir. Au cours des 3 dernières décennies, les familles d'Europe de l'Est ont vu leurs richesses préservées. Souvent, il s'agissait de personnes qui ont investi les revenus de leurs meilleures années de travail dans des actifs corporels sur leur sol natal. Des actifs que leurs enfants pourraient ensuite hériter. Un schéma similaire pourrait-il se produire en Europe occidentale ou aux États-Unis ? Cela commence déjà à se produire. Depuis 3 décennies, les villages des régions italiennes de Calabre et de Basilicate perdent de la population. En 2023, le taux de natalité de l'Italie a atteint son plus bas niveau historique. Le gouvernement italien vend des maisons pour 1 euro à quiconque accepte d'y vivre. Depuis 2008, l'intérieur rural de l'Espagne a perdu environ 1 jeune travailleur sur 3. En Castille et en Aragon, certaines zones sont tombées en dessous du seuil de population nécessaire pour maintenir un personnel scolaire. Pendant 4 décennies, les comtés ruraux des Grandes Plaines et des Appalaches aux États-Unis ont connu un déclin démographique à des taux cumulés. Le schéma diffère, les Américains se déplacent à l'intérieur des frontières nationales au lieu de les traverser. Cependant, le processus sous-jacent est identique. Les jeunes travailleurs quittent leur ville natale et ne reviennent jamais. Les communautés qui ont financé écoles, routes, hôpitaux, bibliothèques et églises ne sont pas celles qui perçoivent les revenus de ceux qui utilisent ces services. L'échange est unidirectionnel.
le coût finit par se manifester sous forme de déficit de retraite, de bases fiscales qui se réduisent et de fermeture progressive des services. La leçon tirée du village de Nikolai Tchotchov à Vidin, où il est assis sur un mur à compter les bus qui ne circulent plus, s'applique au-delà de la Bulgarie. C'est une leçon universelle pour toute communauté qui ne parvient pas à retenir sa jeunesse. Une communauté qui perd sa population en âge de travailler ne rebondit pas rapidement. En fait, elle ne se remet jamais dans un laps de temps concevable. Ses habitants âgés verront que les écoles ne rouvrent jamais, les hôpitaux restent vides et les boulangeries ont disparu pour de bon. Les grands-mères élèvent leurs petits-enfants en comptant sur les envois de fonds et la prière. Une réflexion qui a persisté tout au long de ma recherche. Ceux qui sont partis n'étaient pas les désespérés. Ils étaient les bien préparés. Ils avaient des diplômes, possédaient des compétences et parlaient les langues nécessaires. Ils étaient précisément le groupe dans lequel leur nation avait investi pendant 3 décennies. Le déclin de l'Europe de l'Est n'a pas résulté de ses lacunes, mais de ce qu'elle avait réussi à créer. Les nations ont accompli la tâche difficile de former des citoyens compétents, les frontières ouvertes établies en 1990. Par conséquent, la valeur de ces individus qualifiés a finalement afflué vers ceux capables de les payer dans une monnaie plus forte. Que votre nation soit exportatrice ou importatrice de talents, la question reste la même. Que construit votre communauté ? Et où aboutit finalement le bénéfice de cette construction ? Un pays qui ne parvient pas à retenir les citoyens qu'il a nourris ne les perd pas en un incident dramatique. Il les perd progressivement et silencieusement. Dans les aéroports, dans les bus, lors des appels du dimanche à la maison, sur plus de 3 décennies. Et quand ils lèvent enfin les yeux, les bus ont cessé de rouler. Merci d'être à l'écoute. Je prends le temps de lire chaque commentaire sur cette chaîne. Les questions, les anecdotes personnelles, les corrections et les débats. Cette chaîne se développe parce que vous regardez, vous faites passer le mot et vous la recommandez à votre entourage. Que ce type de contenu historique mérite 30 minutes de leur temps, je l'apprécie vraiment. En fin de compte, ce que vous venez de voir est une histoire sur la vraie nature de la richesse. Pas l'argent, pas les actions, pas un chiffre numérique. La vraie richesse, c'est une jeune femme formée comme infirmière qui décide de rester. La vraie richesse, c'est un fils qui retourne à ses racines. La richesse, c'est une communauté où les bus sont encore en service. Cette même question a été posée par le plus ancien texte d'économie au monde. Rédigé par Xénophon d'Athènes en 362 avant Jésus-Christ, c'était un guerrier, un disciple de Socrate et un agriculteur de rang noble. Son œuvre prend la forme d'un dialogue. 2 personnes discutent du sujet. Alors, qu'est-ce qui constitue la vraie richesse ? Xénophon a donné une réponse simple. La richesse est la capacité à faire produire les choses, pas l'or enfermé. Pour quelqu'un qui sait monter, un cheval représente la richesse. Pour quelqu'un qui sait cultiver, la terre représente la richesse. Une travailleuse qualifiée est un atout pour la nation qui parvient à la retenir. J'ai modernisé son livre pour le public d'aujourd'hui. La même conversation, la même question, juste une époque différente. Le livre s'intitule « L'économiste ». On le trouve en format numérique, broché et audio. Vous trouverez les liens ci-dessous dans la description. C'est le tout premier livre d'économie jamais écrit. Lire ceci maintenant, en même temps que ce que vous venez de regarder, vous aidera à saisir une idée que la plupart des économistes ont manquée.